quoi sert de faire un tableau de bord et est-ce que c'est le métier d'un expert comptable? Et je pense que cette réflexion, il faut la voir dans un cadre très large où aujourd'hui, le métier d'expert comptable, il évolue totalement. Aujourd'hui, la comptabilité, c'est-à-dire le fait de saisir des factures, a une valeur qui n'est plus celle d'antan. Et donc, il faut, je pense, repositionner la position de l'expert comptable, non pas comme une personne que l'on va voir pour répondre à un besoin légal, parce qu'il faut faire des bilans, des TVA, et que, en toute transparence, ça saoule tout le monde de les faire, donc c'est comme on va chez le dentiste. Il faut, je pense, sortir de cette position pour avoir un rôle plus de business partner vis-à-vis de nos clients. Et beaucoup d'experts comptables l'ont déjà, hein, et par les nouvelles méthodologies et les nouvelles technologies, enfin nouvelles technologies qui sont un peu anciennes, mais les technologies de la data vise ou ce genre de choses, c'est très simple de proposer à n'importe quel client pour un coût relativement faible, sans une hausse d'honoraires stratosphérique, des tableaux de bord qui sont simples et surtout lisibles pour lui. C'est un peu toujours le même problème, c'est que quand on regarde des comptes annuels, il faut avoir fait 5 ans d'études pour lire des comptes annuels correctement. Ce qui n'est pas le cas de nos clients. Nos clients, ils ont besoin de 3 chiffres avec un nuage, un soleil, une lumière rouge, un petit bonhomme content, pas content, pour comprendre ce qui se passe. C'est ça qu'ils vont souvent chercher et les tableaux de bord et la data visualisation permettent d'obtenir cet élément sans passer 8 heures à le construire. Alors Jules, ce qui est intéressant pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que le choix du cas pratique que tu proposes à la profession, c'est un cas pratique qui repose sur un FEC. Et donc, tu as des éléments à partager sur intérêt, Oui, pertinence ou pas d'un FEC, dans quel contexte, hein. exactement. On peut être dans des situations où on récupère un dossier, où l'entreprise qui a toute la compta, ou alors le client a son cabinet, a son outil et on met à disposition un collaborateur qui fait la saisie dans l'outil, dans lequel on n'a pas accès à l'outil comptable. Dans ce genre de cas, si on veut quand même proposer un tableau de bord à son client, on a plusieurs solutions. Soit on utilise la donnée issue de l'outil comptable, mais si on a 5 clients sur 5 outils différents, c'est-à-dire on doit se refaire 5 tableaux de bord, ce qui est long, compliqué et avec des sources d'erreur énormes. Ou sinon, on utilise le FEC, parce que le FEC, c'est en fait la compta à cœur ouvert, qui est normée, et tous les outils comptables auront le même format. Donc, on utilise Pennyline, Sage, ACD ou je ne sais quoi. On sort un FEC, il aura toujours la même forme. Et cette normalisation, elle permet de gagner beaucoup de temps quand on n'a pas accès à la compta, on ne veut pas s'embêter à créer tout un nouveau tableau de bord pour un client qui a accès à un outil qui nous semble exotique ou qu'on récupère la compta au dernier moment. Voilà, c'est les cas par la normalisation du FEC qui permet de répondre très rapidement aux besoins du client. Donc, sur cette dernière diapo, avant de lancer la démo, c'est ce que tu indiquais, la valeur ajoutée d'un FEC qui permet d'avoir des données normées et uniformisées. Mais tu parlais également d'un point en fait, de l'analyse exhaustive de la comptabilité qui est permise grâce au FEC, notamment Oui, avec cette vision patrimoniale qui est proposée. la mécanique de certains outils comptables fait qu'on ne va pas pouvoir sortir toutes les sociétés en même temps, où on va devoir se faire plusieurs exports qu'on va copier et coller les uns à la suite des autres, ou on ne va pas pouvoir se faire toutes les années en même temps, on va devoir se faire des copier-coller les uns à la suite des autres. Bon, c'est un secret pour personne, copier-coller égale risque d'erreur maximum, hein, parce qu'on copie la ligne d'au-dessus, il y a une nouvelle colonne, on la décale, enfin bon, toutes les erreurs qu'on peut imaginer. Le fait, ce qui est intéressant, c'est que l'export est souvent très simple, le format c'est du TXT, donc il est normalisé pour tout le monde, et ça permet dans le cas d'analyse multi-années, enfin, sur plusieurs années ou multi-sociétés, de se créer très rapidement une base de données complète et exhaustive, sans avoir à jouer du TCD et du copier-coller dans Excel. Voilà l'intérêt de travailler sur un FEC plutôt que sur un export comptable. Donc l'idée ici, c'est de vous montrer qu'en l'espace de 15 minutes, on peut construire un tableau de bord sur la base d'un FEC. Ce ne sera pas le tableau de bord le plus exhaustif, mais ça permet déjà de mettre un pied dans la mare. Et l'idée est de démystifier la chose. Donc la première opération, c'est qu'on vient importer notre donnée dans Power BI. Là, c'est notre FEC 2022. On vient faire la même chose
pour 2023. Et ensuite, on va travailler cette base de données. La travailler, c'est-à-dire qu'on va rajouter des soldes, faire des filtres de date, tout plein d'éléments qui nous permettront d'avoir une base exhaustive. Donc là, on a ajouté nos deux fakes. Maintenant, on va aller dire à Power BI, bah, tu me fusionnes les deux. Tu me fais qu'une seule grosse base des deux. L'intérêt, c'est que si on rajoute des lignes et si on modifie l'un des deux fakes, tout se met à jour automatiquement. C'est tout l'intérêt de l'outil. Maintenant qu'on s'est créé une base complète, qui intègre les années 2022 et 2023, on va se mettre en place un petit mapping où on va prendre les 3 premiers caractères du numéro de compte. L'idée, c'est d'isoler les clients, des fournisseurs, de la banque, des comptes de charges externes, des comptes de chiffre d'affaires, voilà, de se créer mapping, un mapping grossier. Power Query, enfin Power BI, il faut faire attention où on a certaines formules. Par exemple, ici, on utilise une formule qui s'appelle text.start pour prendre les 3 premiers caractères de la colonne numéro de compte. Il faut donc bien faire attention que la colonne numéro de compte soit considérée comme des lettres. C'est les petits soucis de format qu'on peut avoir dès qu'on travaille sur une base de données. Est-ce que c'est du chiffre ou des lettres, des éléments binaires, non binaires ou ce genre de choses. Donc voilà, là, on a ajouté une colonne qui permet d'avoir les 3 premiers caractères. Et ensuite, on va venir faire une espèce de recherche V, en fait, entre ces 3 premiers caractères et une petite table mapping qu'on a créée juste avant. Ce qui va nous permettre de rapatrier l'information. Et vous voyez que là, par exemple, l'élément apparaît nul pour tout le monde. Quand on va dans la table mapping, en fait, on s'aperçoit que la nature de la donnée n'était pas la même. Donc, en corrigeant la nature de la donnée, on voit que ici, l'information remonte. L'idée de ces petites erreurs, c'est de vous montrer que Power BI et Power Query sont des outils très intuitifs et qu'on peut, on va dire, jouer et débugger très facilement la chose sans être un expert ou avoir fait 15 ans d'études là-dedans, mais uniquement en prenant les choses de manière très logique, exactement comme on le fait sur Excel d'ailleurs. Voilà, donc on a notre base. Notre base, on y a ajouté un petit mapping. Ensuite, on va y ajouter le solde. C'est quand même la base quand on bosse dans de la compta, souvent c'est quand même sympa d'avoir le solde. Le solde, on va se le mettre soit avec des virgules ou sans virgule, ou avec des dollars derrière ou des dollars devant. Là, on choisit le format que l'on souhaite. Et ensuite, la dernière chose, c'est que certains fakes, enfin, plutôt là-dessus, je fais preuve d'un certain manque de culture. Mais le dossier fake sort souvent les années en 2023, 07, 01, c'est-à-dire année, mois, jour. Et ces données ne sont pas toujours repérées, ces éléments ne sont pas toujours repérés comme date par Power BI. Bon, pourquoi? Parce que Power BI est un outil américain et je pense que on a un jeu de conversion qui ne fonctionne pas. L'idée ici, c'est de vous montrer comment très rapidement on peut casser ces soucis pour obtenir la date que l'on souhaite, pour obtenir une colonne avec la date. Là, on va déjà sélectionner notre année. Notre année, on va dire, OK, bah, je prends les 4 premiers caractères de ma colonne écriture date. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très simple. En fait, vraiment ne fait que rapatrier et cliquer sur des éléments, c'est très intuitif. Hein. Voilà, donc là, on n'a pas modifié la chose en texte, donc on la modifie et voilà, on la modifie et donc là, l'année apparaît. Vous voyez que là, sur le côté, on a touché à ce qu'on appelle des requêtes. En fait, c'est l'ordre d'opération. Là aussi, c'est assez intuitif, c'est qu'on peut dire, je modifie ça, je le passe en dessous, je le passe au-dessus. On peut jouer avec ces requêtes pour creuser ce que l'on souhaite et avoir le résultat obtenu. Donc ensuite, on ajoute le mois. Là, le mois, on s'est trompé, on est venu prendre le 5e caractère
Voilà, les textes middle. Donc, je prends la moitié de mon texte qui commence au caractère 4 et je prends ensuite deux critères, deux caractères après. Et du coup, pareil pour les jours. Alors, ça, on va l'appeler mois. Et ensuite, la dernière opération, c'est de mettre les jours. Les jours, c'est un peu en plus, hein. Le jour où on en est arrivé à faire une analyse par jour, c'est qu'on est quand même arrivé très très loin dans l'analyse. Et donc là, pareil, text.end, les textes, je veux prendre la fin de mon texte. Les formules aussi s'expliquent ne serait-ce que par le nom. Vous voyez, c'est là où c'est un outil intuitif. Ici, on a donc notre année, notre mois, notre jour, donc d'un format qui n'était pas beau et qu'on ne pouvait pas traiter. Et ben, avec trois formules, on a dupliqué ça par colonne. On va on va fusionner les trois colonnes et on va mettre un slash. Donc automatiquement, l'outil va dire, dès que j'ai ça, je le mets en date. Et donc là, on a notre date. Donc voilà, ici, on a une base de données avec toute l'information comptable, une partie de mapping qu'on a fait très simple, là, on a mis trois comptes dans le mapping, et une notion de date. Donc une fois qu'on a ça, on peut dire, bon, bah, qu'est-ce qu'on peut analyser? Ici, l'idée, c'était de faire un focus sur la partie fournisseurs et d'analyser les 15 plus gros fournisseurs, les 15 fournisseurs les plus importants de cette société en 2022 et en 2023. Donc les plus gros fournisseurs en termes de soldes, d'achat et aussi de décaissement. Donc là, c'est très simple. On sélectionne ce que l'on souhaite sur le côté et ensuite on vient jouer sur soit les filtres que l'on a, les filtres visuels, soit dans les éléments que l'on peut mettre en abscisse en ordonnée. Je me permets juste de faire une pause ici, où là on a notre base, et on vient dire ça, je le mets ici. Mon solde, je le veux en axe X, je veux que mes libellés soient en axe Y. Et on peut ensuite utiliser des fonctions de filtre pour dire, bon, eh bien, je veux les 15 premiers. OK. Donc voilà, on a mis notre premier graphique qui représente le solde par le solde des années 2022-2023 des 15 principaux fournisseurs, enfin les 15 fournisseurs qui présentent le solde le plus important. Ensuite, on peut souhaiter avoir uniquement l'aspect cash, c'est-à-dire combien on a dépensé pour chaque fournisseur. Et donc ici, on vient ajouter une formule qui est, on dit, je calcule la somme de mon solde. Et donc là aussi, hein, c'est très intuitif, hein. L'outil nous propose déjà les différents filtres, les différentes sommes. Et je vais filtrer sur mon journal de banque. Voilà. Et donc après, j'ai créé une mesure, on appelle ça en fait une mesure. J'ai créé une mesure que je peux ensuite utiliser dans mon outil et qui est fonction de mes FEC, qui, eux, ont été retravaillés dans ce qu'on appelle Query, qui est en fait le module qu'on a vu tout au début qui permettait de modifier les dates, de modifier ce genre de choses. Query, ça va modifier les bases de données dans son ensemble. Power BI, par la fonction calcul, permet de calculer sur la base de ces bases de données. Voilà. Et donc, on peut très rapidement obtenir bon, bah, les 15 premiers éléments côté cache. Et une fois qu'on a créé une valeur en mettant faisant un focus sur l'aspect bancaire, on prend exactement la même formule. Voilà, donc alors là, on fait un peu de mise en page, hein. On peut décider de mettre là où vous voulez. Non, alors pardon, un point, excusez-moi, je suis allé trop vite. Là, on rajoute ce qu'on appelle un segment, et ça va nous permettre ici de sélectionner les années 2022 ou 2023, et les éléments vont se mettre à jour en fonction. Donc là, on a le côté intéressant de Power BI qui est de créer de l'interaction avec son élément, avec son tableau de bord.
et on va dire pouvoir le donner au client et qu'il fasse lui-même mumuse avec ces informations et ces filtres pour qu'il puisse avoir l'information qu'il souhaite. C'est ça le côté intéressant de Power BI que n'a pas Excel. Excel peut l'avoir, mais ça peut devenir un peu plus compliqué à gérer. Ici, on s'est mis donc côté bancaire. Et ben, on a juste à copier-coller, à créer une nouvelle formule, et on va remplacer le code journal banque par le code journal achat. Et ça nous donnera le total des achats sur une période donnée pour ce fournisseur. Ça permet de voir quels sont les 15 plus gros fournisseurs en termes d'achat, mais aussi en termes de cash, voir qui on paye le plus et en fait qui on ne paye pas. Voilà, on peut avoir des analyses qui ont ce sens-là. Et à chaque fois, pas la peine de recréer tout un graphique. Hein. On prend celui qu'on vient de créer, on le copie-colle, et ensuite on vient modifier les éléments dans la sélection. Dans la sélection qui se trouve juste ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. On la voit très bien. Voilà. Voilà. Ici, on peut venir modifier les titres et se faire sa petite mise en page comme on le souhaite. Bon, là, c'est extrêmement simpliste et ça nous a pris 10 minutes. Ce que je peux peut-être vous présenter, c'est ce que ça donne quand on y passe un peu plus de temps. Et un peu plus de temps, c'est pas 6 mois, hein, c'est, on va dire, une journée. Donc ici, c'est un tableau de bord dans lequel on a passé un peu plus de temps, mais je crois qu'on a dû y passer les 2 jours. Et l'idée, c'est on met 3 FEC dans un dossier et ça nous donne euh, le chiffre d'affaires des différentes années, un petit graphique qui permet d'avoir le résultat cumulé, le résultat par mois de l'année en cours, ici les différentes périodes. Donc si on clique sur mars, l'idée c'est de pouvoir jouer sur ces éléments pour mettre à jour certains graphiques, surtout comme celui d'en dessous, de raisonner avec ou sans impôt sur les bénéfices. Vous voyez, on peut se mettre des petits filtres. Ça permet ensuite au client de faire ses simulations. Là, c'est un aspect assez grossier sur le résultat. On peut avoir un focus, une autre présentation du résultat. On peut avoir l'évolution du chiffre d'affaires sur 3 ans avec une notion de budget aussi et de prévision. On peut avoir un focus du chiffre d'affaires où on a la partie exceptionnelle, la partie vente annexe ou la partie vente. Je pense par exemple à une personne qui aurait à la fois de la prestat de service et à la fois de la vente de biens. Une analyse du CA mensuel, une analyse de la trésorerie avec un petit jeu de je mets la moyenne du mois en question, enfin de l'année en question ou des 12 mois glissants. Et d'ailleurs, on pourrait aussi ajouter ici tout un élément de la moyenne de charge ou de sortie de cash sur les 3 derniers mois, par exemple. Ça permettrait de dire, en dessous de cette limite, on a moins de 3 mois de trésorerie. Et puis après, faire la même chose pour les fournisseurs ou pour les clients. Donc voilà en fait ce qu'on peut obtenir assez rapidement et sans trop de difficulté quand on cumule des FEC et quand on souhaite présenter des données aux clients. Ici, les données, elles sont très comptables hein, parce qu'on ne se base que sur un FEC et l'idée, c'est de pouvoir le multiplier sur tous les dossiers en un claquement de doigts. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en plus du FEC, on ajoute d'autres informations, des informations qui ne sont pas forcément comptables. Je pense à des feuilles de temps. Je pense, si on a des activités qui sont, je sais pas, dans le bâtiment, on peut mettre le prix moyen du mètre carré, soit construit, soit rénové, dans la région dans laquelle on se trouve. Je pense à un commentaire que m'a fait un membre de l'ordre où en fait il avait décidé de se lancer dans des pharmacies, mais dans les pharmacies spécialisées pour bébés, mais à Cannes et à Nice. Bon, sans rentrer dans les clichés, Cannes et Nice, c'est pas là où il y a le plus de bébés. On est plutôt de l'autre côté du spectre. Donc, on peut également ajouter d'autres informations à son tableau, des informations qui soient démographiques, en termes de temps, en termes de prix ou de données totalement externes, qu'on vient mélanger à la comptabilité. Et là, on a un résultat que le client, on va dire, apprécie souvent plus qu'un simple compte annuel, parce qu'il le comprend, il a 3 chiffres, et surtout, c'est un chiffre qui mélange ce qu'il a au quotidien et ce qu'il connaît très bien, et l'impératif légal comptable.